Vue.js version 3.3 ainsi que la Popover API en expérimental. Bienvenue sur les actualités de la semaine du lundi 15 mai 2023. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory, la chaîne pour devenir et rester un bon développeur JavaScript. Cette semaine, on va donc parler de la fameuse version 3.3 de Vue.js qui est sortie et qui se centre principalement sur des améliorations au niveau de notre développeur expérience. Donc en fait, ça va surtout se jouer par rapport à TypeScript dans cette version 3.3. Pourquoi ça? Parce qu'on a beaucoup donc d'améliorations par rapport à TypeScript et au script setup. Donc si on descend un petit peu et on regarde la première amélioration, c'est une superbe amélioration, c'est le fait qu'en fait, avant, il y avait une limitation dans le typage des props, donc au sein de nos components, et il y avait une limitation, je vais peut-être zoomer un peu plus. La limitation, c'était qu'en fait, on ne pouvait pas importer l'objet props qu'on mettait donc dans le typage define props. On ne pouvait pas l'importer, c'était une limitation qu'il y avait. Et bien maintenant, cette limitation n'existe plus. On peut bel et bien importer des types que l'on peut mettre directement dans define props. Et ça, c'est vraiment super. Et on peut même combiner le type importé avec un autre type. Voilà, il n'y a plus de limitation à ce niveau-là. Et ça, c'est un vrai plaisir parce qu'on va pouvoir donc avoir des props qui soient un peu plus partagés, donc réutilisés sur différents components si besoin. Si on descend un petit peu, on voit une autre grosse amélioration, c'est le fait d'avoir des génériques, des types génériques au sein des components. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc on a ce nouvel attribut générique de disponible à l'instant où on est dans un script setup lang.ts. Et en fait, ce script générique-là, donc c'est n'importe quel type et il faut le voir de la même manière que l'implémentation des types que l'on met dans les fonctions en TypeScript. Donc quand on utilise ces petits chevrons en TypeScript pour indiquer des types donc dans une fonction qu'on définit, en fait c'est exactement la même chose qui se passe ici donc dans cet argument générique là. C'est-à-dire qu'on peut faire ce que le type T, en fait il extend d'autres types qui sont par exemple string ou number. Et je peux même mettre un autre type, donc il y a deux types dans mon component, T et U par exemple. Donc ça c'est vraiment bien. Et pourquoi c'est vraiment bien? Parce que justement ce type générique là, on va le mettre dans nos props et en fait ça va être lié si vous voulez. Donc on va avoir plusieurs props dans notre component qui vont avoir donc le même type ou alors lié au même type. Ici donc on a une props items qui est donc un array de type, mais on ne sait pas exactement le type en question, c'est un type générique, mais ce type là, on sait que ça doit être exactement le même qu'il y a dans la props selected. Et donc ce qui se passe, c'est que si jamais maintenant on appelle ce component là, donc si jamais on va faire un petit exemple simplement dans play.vue.js.org, qui est la version un peu en ligne donc de Vue.js. Donc je vais juste l'écrire là, mais ça ne va pas fonctionner. Si on a un component donc test ici avec items et selected comme on avait précédemment, si on fait en sorte donc que items soit un array de chaîne de caractères par exemple, et qu'après on a donc selected qui est finalement un nombre, là il y aurait une erreur. Parce que ici on a le type nombre, en fait on a le type int, et derrière, là, on a pourtant un array de chaînes de caractères. Et donc, c'est pas bon. Et donc, il faudrait par exemple qu'il y ait ici, de cette manière-là, une chaîne de caractères ou alors qu'il y ait str ou quelque chose comme ça. Vous voyez, là, ça marcherait parce que du coup, les types auraient été respectés. Le type de selected serait le même que un élément de l'array de items en fait. Et bien ça, c'est donc une grosse nouveauté des génériques qui nous permet d'avoir des props qui soient liés justement grâce à ce système de générique là. Comme vous avez vu en dessous, on peut même l'extend et même l'extend avec nos propres types, c'est-à-dire qu'on peut importer notre type et le mettre dans le extend de ce générique là et après de faire donc id et list par exemple de la même manière avec différents génériques. Donc ça, c'est une superbe amélioration que moi je vais déjà utiliser dès que Nuxt se met à jour par rapport à Vue.js 3.3. Je vais utiliser cette amélioration là parce qu'elle est très intéressante au niveau de TypeScript. D'autres nouveautés, notamment une par rapport au define emits. Alors comme vous le saviez peut-être, on peut donc définir sous TypeScript le type des événements que l'on envoie en fait à partir d'un component vers le component parent. Et pour le typage de ces emits, en fait, il fallait écrire la signature de la fonction en question. Il fallait écrire les différentes signatures possibles de la fonction. La fonction, c'est laquelle? C'est cette fonction-là emit. Ça veut dire qu'en fait, cette fonction-là emit, on devait mettre en premier paramètre ici le nom d'un événement, ici donc soit foo, soit bar, et ensuite il fallait mettre soit un nombre dans le cas de foo, ou un name dans le cas de bar, etc. Donc en fait, on écrivait vraiment les signatures de cette fonction-là, toutes les signatures possibles.
Mais maintenant, on a une autre manière d'écrire, donc cette manière-là est toujours disponible, hein, mais on a une nouvelle manière de mettre en place le typage de la fonction emit, et c'est une manière qui se veut un peu plus logique, même si je trouvais celle d'avant logique, qui se veut un peu plus, comment ils disent, ergonomique, voilà. Et en fait, on va écrire donc un objet avec des clés, et donc ces clés-là vont en fait être le nom des événements, donc la foo et bar, et ensuite on va avoir un tuple, donc on peut même avoir un labeled tuple, ça veut dire qu'en fait on donne un nom aux différents éléments qu'il y a dedans. Ici, donc, je dis que le premier élément s'appelle ID et que c'est un type number, mais j'aurais pu simplement mettre number et ça aurait marché, hein, bien sûr. Et on a également bar, donc ici où on a une string d'abord et ensuite n'importe quelle autre chose qui rentre dans le nom rest, ici dans le nom name, mais c'est un array, donc c'est simplement au niveau des types pour que ce soit plus visible. Donc voilà la nouvelle manière d'écrire un define emits. Avec la modification de cette macro-là, define emits, on a également la modification de la macro define slots. Et ça, c'est super intéressant aussi parce qu'on n'avait pas encore de typage possible pour les slots. Les slots, vous savez, c'est quand on est donc dans un component, par exemple ce component test là qui n'existe pas ici, hein. Ici, ce que j'écris ici, là, ça, c'est un slot parce que c'est l'intérieur donc d'un component. Donc ça, c'est le slot par défaut. Ici, il n'y a pas de nom à ce slot-là, c'est un slot par défaut. Mais j'aurais pu lui mettre un nom grâce grâce à template, justement. Hop, grâce à l'élément template, j'aurais pu mettre un nom en mettant, non, c'est dièse, tac. Ici, j'aurais pu mettre, par exemple, item. Et donc là, c'est un slot. Ici, c'est un slot qui s'appelle item, en fait. Et si jamais on ne précise pas ça, alors c'est simplement un slot par défaut, si jamais on ne le précise pas. Et donc là, c'est le slot par défaut. Et donc si on revient ici, en fait maintenant on va pouvoir définir donc les slots au niveau donc de leur type. Et là vous voyez qu'on a un slot par défaut qui est possible mais qui n'est pas obligatoire. Et on a également un slot item qui est possible mais qui n'est pas obligatoire. Ça veut dire que ici, si j'enlève ce point d'interrogation là, on est obligé de mettre un slot, donc on est obligé de mettre du contenu ici dans test, si jamais donc il n'y a pas de point d'interrogation au niveau de default ici. Et donc ça veut dire que si jamais je fais ça dans un define slot où le default n'est pas optionnel, ça entraînerait une erreur au niveau du type parce qu'il me manque un attribut qui est donc le slot default. Et ça, c'est également super bien pour nous parce qu'on va pouvoir savoir quand on écrit un component s'il manque des choses ou pas. En fait, on n'a pas besoin d'aller voir voir l'implémentation du component, d'aller voir le code de ce component-là pour savoir quel slot il faut. Directement, TypeScript va nous dire là, il manque le slot item ou il ne manque pas si jamais il est optionnel, par exemple. Donc ça, c'est super. Et en plus de ça, on a même le typage donc des propriétés des props, parce qu'on peut même avoir des props sur les slots, excusez-moi, on peut même avoir des props sur les slots. Donc on a même le typage de ces props-là. Mais bon, on va pas aller jusque-là non plus. Autre chose avant de vous parler des features expérimentales, une autre macro qui a vu le jour, c'est Define Options, qui permet en fait de donner des options au component en lui-même. Je ne sais pas si vous saviez, mais avant, par exemple, pour faire en sorte de ne pas avoir l'héritage de tous les attributs à l'élément root d'un component, il fallait faire inherit attributes false, mais on ne pouvait pas le mettre en fait sur un script setup. Donc il fallait à la fois avoir un script setup et à la fois avoir un script normal qui faisait export default d'un objet qui contenait cette propriété-là. Donc on avait deux scripts en fait si jamais on voulait mettre ce genre d'option pour notre component. Et bien maintenant, ça c'est ciao, et donc on va pouvoir utiliser directement cette macro-là define option afin de mettre les options du component, et ça c'est bien mieux, comme ça on n'a pas un double script qui faisait un peu bizarre. Dernière chose, j'essaie d'aller assez vite parce que vous n'êtes pas forcément tous sur Vue.js 3. Define model qui est une superbe également nouvelle macro de disponible. Parce qu'en fait, elle va remplacer le fait de faire une props model value et un emit update de model value quand on veut faire, vous savez, un vmodel sur un component. Donc là, sur ce component-là, en fait, on peut appeler le vmodel qui nous permet donc d'avoir la modification d'une variable réactive. Et pour en fait créer un vmodel dans un component, il fallait avoir une props qui s'appelait donc model value et avoir un emit qui s'appelait update model value, et dans ce cas-là le vmodel pouvait marcher. Donc il fallait faire en fait le code pour emit ce update value là à l'instant où il y avait un input de votre input ou de votre select ou de n'importe quoi. Et bien maintenant, on a un code beaucoup plus simple qui est simplement donc ce define model là. C'est-à-dire qu'on crée une variable qui est donc define model, et cette variable là, on va la mettre sur un vmodel natif, par exemple celui du tag input, et ensuite, tout simplement, ça va marcher. Donc là, le modèle value en fait est une variable réactive qui va tout simplement s'envoyer au component parent, parce que le component parent aura également un vmodel.
Et donc vous voyez que c'est bien plus rapide de faire cette manière-là que l'ancienne manière. Donc ça, c'est vraiment une superbe également mise à jour qui n'est pas liée à TypeScript justement, et c'est également une bonne chose. Voilà tout concernant Vue.js 3.3. On passe au reste, désolé c'était un peu long. La Popover API, c'est une nouvelle API en expérimental seulement sous Chromium, donc Chrome, Edge, etc. Et c'est intéressant, je voulais vous en parler, parce qu'en fait ça permet de mettre en place des éléments Popover. Donc vous voyez, ces éléments Popover, c'est un peu comme un mini modal qui se met sur un élément en particulier. Et donc ici, en fait, il y aurait des nouveaux attributs HTML qui feraient en sorte d'activer ou non un popover. On aurait par exemple un bouton avec l'attribut popover target qui est en fait l'ID d'un popover, et ce popover là, il aurait l'attribut popover pour bien savoir que c'est un popover, et donc il apparaîtrait ou non à l'instant où on clique sur ce bouton là. Et ce bouton là, il pourrait même avoir différentes actions, vous voyez, popover target actions, qui soient hide, show ou toggle. Et donc si jamais on va sur Chrome Canary pour tester cette version-là, parce que c'est seulement disponible sous Chrome version 114 qui est actuellement pas disponible dans la version normale de Chrome. Donc voilà, là on est sur Chrome Canary, on est sur leur page d'exemple. Et si par exemple on regarde, tac, les différents popovers, ici j'ai un bouton Show Popover 1. Et je vais simplement inspecter l'élément pour voir un peu plus ce dont il s'agit. Hop. Tac. Et donc vous voyez que ici donc on a un popover target my popup 1. Et donc ma pop-up 1, c'est cet élément-là qui actuellement n'est pas présent, vous voyez. Et donc il est en ID my pop 1 et il a un popover de manual. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit en fait forcément utiliser les boutons pour l'afficher ou les afficher. Et donc ici, si je clique sur le bouton, mon élément apparaît. Et si je clique sur hide, il s'en va. Et la même chose pour un deuxième popover qui se trouve juste ici. Et si je clique sur hide, il s'en va. Et donc si jamais ici je change le show par exemple ici en toggle, je vais pouvoir cliquer dessus et recliquer dessus pour pouvoir l'afficher et le désafficher. Vous voyez que c'est super intéressant. Et si jamais j'enlève ce mode manuel là, mais je mets auto, ça fait en sorte que si je clique en dehors donc, de ce popover content, il disparaît en fait. Et donc ça, c'est également une super chose. Donc ça, c'est une API qui est assez intéressante, qu'il ne faut absolument pas utiliser pour le moment. Attention, hein, c'est en expérimental, mais je trouve qu'elle est assez intéressante pour se passer un peu du JavaScript et d'avoir de ce genre de fonctionnement directement depuis le HTML finalement. Alors il y a également une interface en JavaScript qui existe déjà pour cette API-là, mais c'est intéressant d'avoir justement ces petites tentatives d'avoir des choses un peu plus natives. Comme ça, on a moins de JS sur nos pages et c'est directement optimisé par le navigateur. Dernière chose cette semaine pour nous quitter, c'est un mini article simplement pour ceux qui sont sur Vercel. Vous avez maintenant une protection automatique de la récursion donc de vos fonctions. Parce que si jamais vous ne savez pas, en serverless, un des gros problèmes et une des grosses peurs qu'on peut avoir, c'est si jamais on a donc une serverless function ou autre qui en fait en appelle une autre, et après en fait ça crée une boucle où ça s'appelle tout le temps, etc. Et alors on a un usage qui est énorme, et donc on va payer une énorme facture parce que justement toutes les fonctions se sont appelées les unes entre elles alors que c'est un bug. Et bien maintenant on a une protection donc automatique de cette récursion là, de ce boucle là, qui permet donc d'arrêter le fait d'avoir cette boucle. Et ça, c'est grâce donc, notamment à un header qui va s'appeler xVercel-ID, et donc que Vercel va gérer et va pouvoir arrêter l'exécution d'une serverless function si jamais il voit que ça a été trop de fois dans une boucle en fait. Et donc ça marche sur les serverless functions, les edge functions, les edge middleware et même les rewrite, donc pour ne pas avoir une boucle de redirection non plus. Donc ça, c'est une bonne chose et c'est automatique sur tous les plans, le plan gratuit au plan payant. Par contre, il faut simplement refaire un déploiement pour que ce soit activé. Donc si là vous n'avez pas fait de déploiement depuis une semaine ou deux, ce n'est pas activé. Donc si vous en refaites un tout de suite, là c'est bon, ce sera activé, et c'est une bonne chose pour éviter pas mal de problèmes, notamment des problèmes de facturation. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais ça peut arriver. Je sais qu'il y a pas mal de personnes sur Twitter qui peuvent se plaindre de ça, donc c'est bien d'avoir ce genre de protection inclus dans votre déploiement. Voilà tout concernant cette semaine. Je vous mets le lien de toutes ces petites actus juste en dessous en description. Désolé, c'était un peu long cette semaine, mais c'est parce que Vue.js 3, personnellement, c'est mon framework de prédilection, donc forcément, j'en parle beaucoup. D'ailleurs, si Vue.js vous intéresse, j'ai pas mal de cours disponibles sur le site web devtheory.fr par rapport à Vue.js 3. Je vous mets également quelques liens en description juste en dessous. Je vous souhaite une très très bonne semaine, un très bon codage, et on se retrouve dès lundi prochain.